Bonsoir à tous. Temps présent a toujours suivi avec beaucoup d'attention la situation du monde paysan en Suisse. La lente érosion du prix du lait sous le coup de la concurrence et de la pression de la grande distribution et des consommateurs. Les normes légales qui exigent de coûteux investissements, la paupérisation et la solitude. Il ne faut pas généraliser bien sûr car le métier d'agriculteur nourrit encore les passions et nombreux sont les jeunes qui choisissent de s'y consacrer. Mais il n'empêche. Aujourd'hui, la vague de désespoir qui a saisi les agriculteurs suisses a atteint un niveau d'alarme jamais aussi élevé. Et l'indicateur le plus dramatique de cette détresse, c'est le nombre de suicides qui frappe désormais cette communauté. Ainsi, rien que dans le canton de Vaud en 2016, 8 d'entre eux ont mis fin à leur jour. Il est toujours très délicat d'analyser les vraies raisons du suicide, mais la parole ce soir est aux familles, à ceux qui restent et qui ont vécu la lente descente aux enfers. Le monde paysan est un univers de taiseux qui ne se livre pas facilement. C'est dire la force des témoignages que vous allez entendre, recueillis avec patience et sensibilité par notre équipe Maria-Pia Mascaro et Alexandre Stern. En confiance, mais aussi en révolte contre le sort qu'il leur est réservé, les proches touchés par ces tragédies se livrent comme jamais. C'est un cri du cœur, autant qu'un appel au secours. Regardez. Mon fils, qui était agriculteur, s'est suicidé. On a eu l'enterrement hier, mais D'accord. ça s'est passé déjà le 12 avril. Mhm. C'est très Je suis proche. désemparé. Ouais, je comprends. Désemparé. Ouais. Tout allait bien, il était si bien, si gentil, si entreprenant. Il a construit une nouvelle ferme toute neuve. Et puis tout d'un coup, il s'est trouvé dépassé par l'aspect financier, mais pas que ça. Je comprends pas qu'on puisse pousser des jeunes agriculteurs à telles extrémités. Je pensais pas que mon fils puisse être poussé dans telles extrémités. Vous, le papa, qu'est-ce que vous avez envie de dire à tous les autres papas agriculteurs, à tous les jeunes qui se lancent? Calculez bien vos budgets, mais surtout ne vous laissez pas faire par la grande distribution, les acheteurs et tous ces géants-là qui essayent d'acheter au prix le plus bas. Les consommateurs aussi qui, dès que c'est un tout petit peu trop cher, ils vont acheter à l'étranger en France. Et c'est tout ça qui a tué mon fils. Plusieurs générations de Lamblais se sont succédées sur ce domaine agricole de Puydoux, dans le canton de Vaud. Depuis le décès de son fils, Jean-François est submergé par un flot d'émotions où se mêlent abattement, colère et tristesse. Ce qui me met en colère, c'est la mentalité de la grande distribution. Cette mentalité qui est toujours achetée à la sous-enchère. Celui qui peut fournir au plus bas prix, il fournit. Les autres, vous avez qu'à vous adapter. Vous ne pouvez pas engager vous-même, on ne peut pas vous engager à la sous-enchère. Vous ne pouvez pas engager du personnel à la sous-enchère. Par contre, le travail du paysan, on a le droit de faire de la sous-enchère sur son travail, sur son salaire. Et ça me révolte. C'est de l'esclavage, en fait. Daniel, le fils de Jean-François, avait 37 ans quand il s'est donné la mort. Il avait repris le domaine de son père quelques années plus tôt. Voilà, c'est bon, tu peux y aller, toi. Il avait beaucoup investi dans la construction d'une nouvelle étable, car l'ancienne ne correspondait plus aux nouvelles normes de détention animale. Ah ouais, déjà une mamelle qui est finie. C'était ça, ou arrêter la production laitière. Un dilemme auquel sont confrontés de très nombreux producteurs de lait. Au 1er décembre, on a pu mettre les vaches dans la nouvelle étable.
C'est bien passé, l'installation des vaches s'est bien passée. Le Nouvel An s'est passé, début janvier aussi, Daniel était content. Mais tout d'un coup, le doute s'est installé dans le courant du mois de janvier. Il a commencé à douter, je ne sais pas si des gens lui ont posé des questions, lui ont dit, tout d'un coup, il s'est dit, je veux faire faillite, je ne peux pas m'en sortir. Je dors plus la nuit. Il était affolé par le remboursement qu'il avait pris, les annuités qu'il avait pris. Mais ça peut se renégocier, ça peut se discuter, mais on essaye de lui expliquer ça, mais il ne voulait pas comprendre. Il ne pouvait pas comprendre. Daniel a subi l'effondrement du prix du lait. Entre le moment où il a établi son budget et celui où il a fini de construire sa ferme, le litre de lait a perdu 17 centimes, couvrant dès lors à peine ses frais de production. Il s'est retrouvé au pied du mur. Pourquoi je n'ai pas vu venir? Oui, je le voyais malheureux, je le voyais trembler à table. Au petit déjeuner encore, il était avec nous. Je le voyais trembler, mais je n'ai pas vu venir, pas si grave. Le burn-out, mais bon, beaucoup de gens font des burn-out. Moi-même, je ne savais pas exactement ce que c'était. Ni le burn-out, ni la dépression, on en a beaucoup parlé, mais je n'ai pas vu venir, honnêtement. Le 12 avril 2016, Jean-François découvre son fils dans le silo de la ferme, où il est mort asphyxié par les gaz de fermentation. Ma belle-sœur cherchait Daniel. Elle m'a dit, Daniel ne répond pas à son téléphone, il faut le chercher. Puis j'ai rapidement fait le tour de la ferme. Et tout d'un coup, je me suis aperçu que le silo qui était fermé, qui devait être fermé, était ouvert. Et là, je me suis dit, il est là. Je suis couru en haut de l'échelle. J'ai sauté dans le silo et c'était trop tard. Beaucoup trop tard. Je m'excuse, mais les images me reviennent toujours. M'empêche pas mal de dormir aussi. Le suicide de Daniel a bouleversé toute la région de Puydou. Ses proches, bien sûr, mais aussi les collègues et amis agriculteurs comme Marc-André Français. Ce décès tragique le ramenait à sa propre situation. Car à ce moment-là, il traversait lui aussi une passe très difficile avec son lait d'industrie. Je l'ai croisé il y a quelques jours avant à la laiterie, un coup de mon lait. Par contre, les copains et moi, on ne serait jamais douté que ça allait se terminer comme ça, quoi. Ça arrivait tellement soudainement, cette histoire. Bien sûr moi j'étais encore... Enfin, comment dire ça? J'avais déjà commencé les légumes depuis longtemps. Par contre, c'est vrai qu'au niveau de l'atelier laitier, j'avais déjà des soucis et je me suis déjà posé plein de fois des questions. Et puis là, ça m'a interpellé de dire, voilà, on a un jeune de la région qui a la chance de pouvoir construire une ferme neuve. Il faut savoir que c'est des démarches d'environ 5 ans pour l'étude de la ferme, la mise en enquête et tout ça. Puis c'est une fois de notre vie, c'est pas 50 fois, quoi. Et puis finalement, cette personne-là, on a dit, ça y est, il a réussi, quoi. Et puis, paf, il arrive ça. Alors là, on se remet vraiment en question de dire, mais ça pourrait être moi, quoi. En tout cas, il faudra prendre au midi, hein. Au moment de la mort de Daniel, Marc-André la vivait déjà en plein, cette remise en question. Car lui aussi, comme de nombreux producteurs de lait, était acculé à cause des prix en chute libre.
1 an plus tôt, il s'était lancé dans les légumes bio et la vente directe pour tenter de diversifier ses revenus et sauver ainsi sa ferme. Un pari qu'il n'est pas encore sûr de gagner, car la culture maraîchère subit elle aussi une forte pression sur les prix. La faute en partie à la concurrence étrangère. Ici, on est à 700 mètres d'altitude, donc on n'est pas dans la plaine du Rhône. Moi, j'ai pas une formation de maraîcher. Et on sait très bien, c'est clair que ce qui est maraîcher pour la grande surface, ben, il a la peine à vivre. C'est comme du lait, quoi. Comme du lait d'industrie. Donc pour moi, c'était pas la peine de changer de production, d'avoir une deuxième production qui m'amène dans les mêmes problèmes qu'avant, quoi. Et puis, c'est parti, on va dire, un tout petit. Ça veut dire que je faisais mon jardin avant. Et puis, petit à petit, j'ai dit, bah, ce jardin, il va se élargir un petit peu pour 2 ou 3 copains qui n'avaient peut-être pas forcément le temps d'avoir des légumes comme ça. Et puis là, ça m'a un peu interpellé. J'ai fait un peu de vente directe. Mais c'est vrai que la vente directe, c'est pointu. Ça demande beaucoup d'heures de présence. Puis petit à petit, j'ai entendu parler de ces paniers de légumes. Puis ça m'a bien plu comme système. Puis le deuxième but, c'était pas seulement de vendre des légumes, c'était aussi de ramener du monde sur la ferme, de recréer un lien entre producteur et consommateur. Ça, c'est trop ou bien? T'en poses quoi? Non, faut tracer. Ok, traçons. C'est vrai qu'il y en avait pas mal, hein? Le système consiste à livrer des paniers de légumes directement aux consommateurs grâce à des bénévoles qui viennent l'aider 1 fois par semaine. Pourtant, malgré cette main-d'œuvre qui ne lui coûte rien, Marc-André ne s'en sort toujours pas. Si on parle que de l'argent, on est autour des 10-15 francs de l'heure, quoi. Maximum. Donc c'est clair que je sais pas qui c'est qui accepterait de travailler pour, disons, 10 francs de l'heure, quoi. On est au patron. Pour les pâtissons, qui c'est qui veut les pâtissons? Non, je vais mettre plus de cœur. Il en restait encore? Non, j'ai tout utilisé. J'ai commencé à travailler un petit peu à côté. Parce que pour l'instant, je peux pas faire autrement, quoi. Donc j'ai pas le choix, je dois trouver un salaire d'appoint en attendant que ça reparte, quoi. Ce salaire annexe, Marc-André le gagne en travaillant chez une collègue maraîchère, Laetitia Roset. Elle aussi a été bouleversée par le décès de Daniel Lamblay, son voisin et ami d'enfance. On est jeunes, il venait de se marier, il venait de reconstruire, il rentrait du voyage de noces. On ne peut pas imaginer ce genre de choses comme ça. Moi, il y a une autre chose qui m'a extrêmement choquée, c'est que le soir même de l'accident, on est descendu trouver les parents. Et là, son papa nous dit c'est le 4e de sa volée. Mais ça m'a vraiment frappée de me dire, mais on n'a pas 40 ans, il y en a déjà 4 de partis. C'est trop, c'est énorme, c'est trop. Donc, c'est de là que je me suis dit, mais peut-être qu'on pourrait essayer de faire un peu du bruit. Ils sont plus étroits. Et du bruit, ces jeunes paysans vont en faire. Car pour eux, il y a eu trop de suicides. Il faut donc tirer la sonnette d'alarme et alerter l'opinion publique. Ils vont d'abord s'exprimer dans la presse écrite. La ligne de cœur, Jean-Marc Richard. Laetitia va également participer à une émission spéciale de la ligne du cœur sur la détresse paysanne, aux côtés du père de Daniel. En parlant ainsi dans les médias, ces agriculteurs brisent en fait un véritable tabou, celui du suicide qui touche désormais de nombreuses familles paysannes. Laetitia, vous, quand vous avez appris la disparition de Daniel, quand vous avez appris le suicide de Daniel, quelle a été votre première réaction? Moi, ça m'a fait beaucoup réfléchir sur aussi ma vie. Je viens de reprendre un domaine. C'est vrai que c'est quand même un engrenage parce qu'on s'endette pour le reprendre. On se dit, j'en ai pour les 50 prochaines années juste pour payer ce domaine. Mais moi, je m'accroche parce que je me dis c'est un métier qui me passionne. Je voudrais saluer Pierre-André. Vous êtes aumônier. Est-ce qu'on constate cette fragilité telle que l'a vécue Daniel et sa famille? Dans notre monde,
pour pouvoir tourner dans un domaine d'une moyenne de 30 hectares, on n'a plus les moyens parfois d'avoir des ouvriers et le paysan se retrouve tout seul. Donc il y a aussi cette dimension de solitude, en plus de la pression économique, parce qu'il y a une pression sur les prix. Il y a une quête de sens aussi. Comment est-ce qu'on change et qu'on accompagne ces gens pour qu'ils gardent le sens? Parce que du lait à 46 centimes, c'est juste se moquer de celui qui le produit. Donc là, il y a aussi toute une question à se poser au niveau de la société. Et quelqu'un dit, je crois que la mort de Daniel n'a pas été vaine. Évidemment, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Pour vous, ça va pas guérir les plaies et les blessures, Jean-François? Pour moi, pour nous, pour ma femme et moi, c'est trop dur. Mais pour les gens, j'espère que ça fera un déclic. En tout cas, on sent qu'il manque ici. Oui, merci beaucoup. Beaucoup. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Faites de beaux rêves. Il est minuit. Au revoir. Garder le sens de son travail. Pas toujours facile quand le prix payé aux paysans ne couvre même plus ses frais de production. Marc-André en a fait l'amère expérience. Mois après mois, il perdait de l'argent. J'ai pris la décision d'arrêter la production laitière. Donc j'ai vendu mes vaches sur 2 jours, tout le troupeau est parti. Ça a été très vite, puis ça n'a pas été assez vite. Parce que moi j'étais dans une situation d'urgence, où chaque jour qui passait, c'était les trous qui se creusaient un petit peu plus, quoi. Donc à un moment donné, ça presse, quoi. Il faut pas attendre encore 2 ans, il faut agir, quoi. Et si vous n'aviez pas vendu ces vaches, il se serait passé quoi, vous pensez? Une faillite. Probablement. Je pense que j'aurais été assez solide pour pas péter un câble, comme on dit. C'est pas sûr, on n'est jamais sûr, mais probablement, mais je pouvais pas continuer comme ça. Ces vaches laitières à peine vendues, Marc-André rachète aussitôt une dizaine de vaches à viande, des Aberdeen Angus. Il ne se voyait pas faire autre chose que de l'agriculture. Chez les paysans, l'attachement à la terre, à ce patrimoine qu'on transmet de génération en génération, est viscéral. Ah, elles sont contentes, hein? L'abandonner serait un échec, ou pire, une honte. Pendant cette période de transition difficile, Marc-André a fait appel au pasteur Pierre-André Schütz. Cet aumônier a été nommé il y a quelques mois par le canton de Vaud pour venir en aide aux paysans en détresse et tenter d'enrayer cette vague de suicides. Ouais, alors Marc-André, c'était fin juillet que tu as vendu ton troupeau laitier. C'était les tout derniers jours de juillet. Ouais. Ouais, exactement. Et puis sur la dynamique du domaine, parce que tout n'est pas résolu, hein, il y a quand même... Non, l'avenir ne doit pense pas que être toujours... Il faut encore une année pour... Parce qu'il n'y a pas de pour que rentrée. j'atteigne une vitesse de croisière, on va dire. Si tu n'as pas de rentrée financière directe, là, comment tu fais? Bah, pas beaucoup, on va dire. Ouais. On se débrouille comme on peut, puis on vit aussi un peu simplement, quoi. Ouais. La détresse paysanne est en hausse constante en Suisse et le suicide des agriculteurs n'est désormais plus un phénomène marginal. Dans le seul canton de Vaud, 7 paysans se sont donné la mort en 2016. Ils étaient au moins 3 en 2015. Selon Prométer, l'association vaudoise des métiers de la terre, ces décès étaient tous liés à un stress économique. Et les perspectives d'avenir ne sont pas réjouissantes. Pourtant, les premiers concernés restent encore souvent discrets sur le sujet. Souvent, le paysan il est assez fier de nous faire visiter sa ferme, et de dire où il est bon. Hein. Et puis après, creuser en disant « mais au fond, tu m'as appelé pourquoi ?» C'est difficile parce que le paysan, c'est quelqu'un de taiseux, c'est quelqu'un qui ne va pas d'abord se plaindre, il va d'abord se débrouiller. Pierre-André Schütz rend visite à un groupe de paysans à Chapelle-sur-Moudon, dans le Gros de Vaud. Oui, les amis. Le plus jeune de leurs associés s'est suicidé il y a un peu plus d'1 an. Ça va? Sa disparition met aujourd'hui en danger la survie même de leur exploitation. Salut Pierre-André. Adieu. Ça va? Ouais, bien. Adieu, Gérard. Ouais. C'était quelque chose de douloureux parce que c'est quand même un collègue avec qui on bossait tous les jours, quoi. Donc ça fait depuis 2000.
Ça fait 2003, depuis 2003 qu'on travaille ensemble tous les jours, quoi. Ouais. Donc, puis en plus, il habitait dans la maison à côté de chez moi, donc c'était un grand vide. Ces agriculteurs auraient souhaité pouvoir nous parler de leur situation. Mais la famille du défunt ne veut absolument pas remuer le passé. On n'est pas des grands bavards dans l'agriculture. On est des grands bavards pour toutes les choses qui ne sont pas très importantes. Et puis quand on doit parler de nous-mêmes, c'est toujours plus difficile. Donc je pense que c'est un facilitateur. J'ai une belle vocation, en tout cas. J'ai pu grouper mes deux P, pasteur et paysan. Voilà. Et puis je pense aussi que si on arrivait plus à décharger ce qu'on a à l'intérieur, toutes les tensions qu'il y a, les questions, il y aurait peut-être aussi moins de tensions dans les agriculteurs, quoi. Je pense qu'on doit apprendre à parler, on doit apprendre à s'ouvrir. On doit plus dire que parler de soi, c'est un acte de faiblesse, quoi. Peut-être qu'aussi chez nous, c'est vrai qu'entre paysans, il y a quand même une certaine concurrence, défis, ou... on ne cause pas facilement entre nous, à part de la météo. Et puis d'avoir quelqu'un qui a connu ce métier, qui en a fait un autre, qui est apprécié dans la région, où on peut s'ouvrir à lui. On sait que les choses ne vont pas partir ailleurs, que ça ne va pas nous revenir par derrière les oreilles. C'est aussi quelque chose qui est important et puis qui pourrait aider certains collègues. Pour délier les langues dans ce milieu de taiseux, il fallait à la fois quelqu'un à même de gagner leur confiance et capable, dans les cas les plus aigus, de les diriger vers les bonnes instances pour dénouer leur situation. Des qualités que possède Pierre-André Schütz, car avant d'être pasteur, il était agriculteur. La vie n'a du reste pas toujours été tendre avec lui. Enfant abandonné, il avait été placé dans une famille paysanne, les Schütz, à Setan. À 15 ans, il se rêvait instituteur. Le père Schütz m'a dit ou bien tu fais paysan puis je t'adopte, ou bien tu fais régent puis tu fous le camp. Alors là, vraiment, ça a été une catastrophe. Je crois que c'est le moment où j'ai le plus pleuré de ma vie. Et puis la ferme où j'étais, il y avait des échafaudages, j'ai fugué pendant la nuit. Et puis je me suis retrouvé dans cette forêt à pleurer, les larmes de la terre, à m'endormir finalement. Et puis revenir le matin, le jour était levé, et puis, mais silence absolu en arrivant dans la cuisine. Ma mère m'a juste essuyé les feuilles mortes de mon dos et m'a dit « va déjeuner ». Et puis là, le père Schütz m'a dit « tu as 3 jours pour choisir, ou bien tu restes, ou bien tu fous le camp ». Après ces 3 jours, évidemment, j'ai décidé de rester. Et puis alors, j'ai eu de la chance, parce qu'il fallait dire quand même que cette famille Schütz, le père en particulier, c'était un pionnier dans le monde agricole, c'était un paysan hors norme. Et alors, il m'a fait aimer ce métier. Les paysans qui vous appellent, Pierre-André, ils appellent qui? Ils appellent d'abord le paysan. Alors ça, je m'en suis rendu compte. Bon, il y en a quelques-uns, ils savent que c'est l'église, etc. Mais d'abord, c'est le père, P.A.I.R., celui qui a aussi mangé la vache enragée quand il était jeune, etc. Et il rencontre d'abord le paysan. Salut, gamin. Ça va? Hein? Il reprend alors la ferme de son père adoptif, se passionne pour ce métier de paysan et devient même ingénieur agronome. À son époque, il vivait correctement du fruit de ses terres. La détérioration actuelle des conditions de vie du monde agricole le touche d'autant plus. Il faut leur donner de la dignité. Il faut être capable de trouver un chemin où on peut dire à un paysan le produit que tu donnes à la population, il est noble et il mérite un salaire. Parce que acheter du lait à 46 centimes un paysan, c'est une humiliation. Le lait diminue chez les paysans, mais il ne diminue pas dans l'étal le consommateur. Si vous regardez les publicités à la TV, les grands trusts alimentaires, ils vendent des prix, ils ne vendent pas des produits. Finalement, eux, ce qui les intéresse, c'est leur marge. Mais à mon avis, dans ce pays, on doit pouvoir payer du lait à 1 franc le litre pour pouvoir faire vivre ces paysans. En ligne de mire, la libéralisation des marchés qui induit une concurrence acharnée entre tous les intermédiaires d'une même branche, du transformateur à la grande distribution. Et tous veulent conserver leur marge. Au final, le seul qui y perd vraiment, c'est l'agriculteur.
Ce qu'il faut dire aussi, c'est que c'est mondial. Il y a un gros problème en France, au Canada, en Australie. Donc on voit bien qu'il y a une pression mondiale et on se demande où on va aller. Et au fond, ça me fait penser à une phrase de Jean-Jacques Guibault qui disait « Mais une société qui tue ceux qui la nourrissent, elle est en phase d'autodestruction. » Mondialisation, chute des prix, surendettement, autant de causes à l'origine du mal-être des paysans. Du coup, ils doivent trouver de nouvelles voies pour survivre. Et pour certains, s'adapter est difficile, voire impossible, car tout va trop vite. C'est ce qui est arrivé chez les Quesnel à Forel-sur-Luçon, dans le canton de Vaud. Début 2013, le père de famille s'est donné la mort. Oui, un père nous manque, il nous manque de toute façon. Mais comment on peut dire que... Parce qu'il y a tout à coup des pensées en disant « Ah, s'il était là, enfin, etc. » Quand ça apparaît, ça, parce que bien sûr, la vie continue, mais voilà, il y a une absence, quoi. On y pense quand tu fais ton travail. Papa, il disait toujours « Moi, je me sens inutile sur l'exploitation. » On l'entend toujours quand on a une personne dépressive, on le voit qui ressort. Puis moi, qui suis à présent tout seul, quand ma maman n'est pas là, et puis l'apprenti il est au cours, et puis tout ça, je vois vraiment... On s'aperçoit, quand la personne n'est plus là, à quel point cette personne-là faisait énormément de choses. Des fois, lui, il avait l'expérience pour faire certaines choses. Lui, il pouvait le faire beaucoup de tête, facilement. Moi, je suis obligé de faire un peu de recherche pour arriver à faire le même travail. C'est vrai que c'est impressionnant. Et puis, c'est vrai que ça rumine, ça. Ça fait ruminer, alors. Ah bah toi, c'est vrai que... Il fallait déjà 2 ans et demi pour m'habituer à pas entendre les voix, tu vois. Et puis ouais, tous les jours, tu as une pensée. Tous les jours, tu te dis, ah bah attends, papa, il aurait dit ça, papa, il aurait fait ça. Ja? Il est où ton petit Brauna? Hey. Ah oui, elle est là. Ouais, c'est bon. Depuis, c'est Mathieu, le fils, qui a repris le domaine, épaulé par sa mère, Edith. 1 an avant la mort du père, la famille avait décidé d'abandonner la production laitière pour faire de la viande. T'as chaud, hein? Sur l'idée, il était tout le temps d'accord. Mais lorsqu'on s'est lancé vraiment concrètement là-dedans, lui, il a commencé à prendre peur. Parce que c'est vrai qu'au début, il ne se rendait pas compte que la paye de lait, c'était tous les mois une somme qui descendait, qui tombait sur le compte courant. À présent, c'est clair que j'ai plus forcément une somme fixe qui tombe tous les mois. Par contre, les factures, elles tombent tous les mois. Il n'y a pas moyen, ça. On peut faire ce qu'on veut, elles arrivent de toute façon. Hein. Mais lui, il a commencé un peu à prendre peur vis-à-vis de ça. Puis c'est vrai que c'est ça qui a fait déjà un petit peu le premier élément déclencheur de sa dépression. Les Quesnel n'avaient pourtant pas vraiment le choix. Leur écurie n'était plus aux normes. Il aurait fallu engager près d'1 million de francs pour construire une nouvelle étable. Un investissement périlleux, alors que le prix du lait ne cessait de baisser. Lui, il avait cette éducation que c'était avec le lait qu'on faisait de l'argent et puis que tu avais un salaire qui était une sécurité. Ça, il avait reçu depuis ses parents. Ça a toujours eu un paysan. Il a des vaches laitières et puis il a un paye de lait au bout du mois. Et puis c'est quelque chose qui est là. On sait qu'on peut payer des factures avec ça. Alors tu enlèves ça. Après, il est arrivé à 63, 64 ans, 65 ans, ça veut dire c'est le jeune qui reprend, qui est le patron. Et lui, il est plus que le grand-père. C'est vrai que tu as connu un homme qui fonçait, qui était travailleur, qui avait toujours plein de projets, qui réfléchissait 2 jours, qu'on discutait et après on fonçait. Et tout à coup, vous avez quelqu'un à côté de vous qui dit non, non, si vous faites ça, je viens malade. Non, vous n'avez pas le droit de faire ça. Non, moi je veux pas, ça me fait peur. Et puis après, si on fait faillite, tu enlèves les vaches laitières, on fait faillite. À ses doutes sur l'avenir, pour Jean-Pierre s'est ajouté le poids de la solitude. Son fils Mathieu était alors en formation.
Pour cet homme habitué à travailler en famille, c'est la spirale de l'isolement. Une réalité sur de nombreuses fermes aujourd'hui, car il n'est souvent même plus possible de payer un ouvrier. Jean-Pierre perd alors pied et n'arrive plus à gérer l'exploitation. Moi, j'avais vraiment tout le poids sur mes épaules. Il fallait reprendre la gestion de l'exploitation. Puis vous avez à côté un fils qui pousse, mais qui respecte son papa, qui respecte le patriarche, qui ne veut pas faire contre papa. Mais qu'est-ce qu'il dit, papa? Mais mamie, mais papa. Bah oui, mais vous êtes là entre deux. Jean-Pierre, c'était un peu un philosophe, mais il avait un côté suisse-allemand. On a toujours fait comme ça, un peu. En pensant à Jean-Pierre, justement, vous diriez des fois que ça change trop vite dans ce monde agricole aujourd'hui. Oui. Alors, c'était typiquement ça. Ça a été à une vitesse folle. Et puis, quand vous avez... À un moment donné, si vous vous mettez dans la peau de Mathieu, il fallait y aller, quoi. Il a fait d'abord première CFC de mécanicien, puis ensuite passionné d'agriculture, compétent, un merveilleux paysan. Mais s'il veut tenir le coup, il faut y aller, il faut foncer. Et puis, ben voilà, ouais, ça va trop vite. Pour certains, ça va trop vite. Et il y en a qui assument ça, puis il y en a qui n'y arrivent pas. Ouais, surtout cette génération de la mienne, quoi. La nouvelle donne pour les paysans suisses a été l'introduction des paiements directs dès 1992. Ces subventions fédérales doivent compenser la fin des prix garantis. En contrepartie, les agriculteurs s'engagent à fournir des prestations écologiques. Mais avec l'effondrement des prix, ces paiements directs sont devenus pour de nombreux agriculteurs leur principale source de revenus. En tout cas, cette longueur-là... Chez les Kennel, ils représentent le tiers des rentrées financières. Mais pour les obtenir, il faut suivre des règles de plus en plus strictes. On a tellement d'exigences, de paperasse, de trucs à suivre, dans tous les sens, que ce soit animaux, vous avez piqué un animal parce qu'il avait de la température, vous devez le surveiller, il faut tout marquer, il faut noter, il faut marquer les dates. On a même une feuille où on doit marquer tous les jours, si on sort les vaches, on n'a pas le droit de marquer en avance, c'est d'un compliqué incroyable. Donc quand il y a le contrôleur qui arrive vers vous et puis qui vous dit est-ce que vous avez tout en ordre? Mais même vous ne savez pas. Nous, on devrait être tout le temps là, tout le temps prêt pour ces personnes. Puis pour mon papa, c'est juste impossible. Lui d'avoir constamment cette pression, ce sentiment d'avoir quelqu'un dans l'ombre, parce que pour finir, c'est un peu ça qu'on vit. On a l'impression qu'on a quelqu'un dans l'ombre qui est juste derrière nous, qui se tient prêt à vous sauter dessus dès que vous êtes en situation de faiblesse. Puis ça, c'est vrai que pour mon papa, c'était quelque chose qu'il le ressentait couramment. Depuis le suicide du père, le domaine survit, mais la partie n'est pas gagnée. Mathieu travaille pour d'autres paysans avec ses machines agricoles et sa maman enseigne dans une école d'agriculture. Des activités annexes indispensables pour tourner et qui sont devenues réalité pour 3 agriculteurs sur 4. On est à 150% là-dedans, ça c'est clair. Alors, je compte pas mes heures, hein. C'est des journées incroyables. C'est hallucinant, on fait des journées à ne plus voir la fin des fois. Mais je dirais, actuellement, en moyenne, je suis à 11 heures par jour. Parce qu'aujourd'hui, si je comprends bien, votre maman, elle fait un gros travail encore sur la ferme. Oui, elle fait quand même... elle fait 60... moi, je dirais un 60% d'un ouvrier, je pense. En tout cas, 60, 70%, il n'y a pas de souci. Que vous rémunérez? Absolument pas. On rémunère à grands coups d'amour et d'affection. Pour ça, je dis, au jour d'aujourd'hui, ça me plaît bien comme ça se passe maintenant, mais à mon avis, je ferai pas ma vie comme ça, pas à ce rythme-là. Changer de rythme. Encore faudrait-il pouvoir anticiper l'avenir. Or, les paysans ont de moins en moins prise sur la politique agricole. Tous les 4 ans, celle-ci fixe de nouvelles règles pour obtenir les indispensables paiements directs, sans lesquels ils ne tournent plus.
Moi, c'est un peu ce que je reproche au système aujourd'hui suisse, c'est qu'on avance à l'aveugle. On va un peu comme on croit, on nous dit allez-y au paiement direct. Il y a une incertitude là-dedans qui fait qu'on ne sait pas trop dans quoi on va aller, quoi. Puis c'est ça qui est un peu souci, qui me fait vraiment souci personnellement. Parce que moi, je ne sais pas si dans quoi je devrais me lancer pour être sûr de mon quoi. Ça, c'est vrai. Le mal-être et les doutes sur l'avenir ne sont pas propres aux seuls paysans de plaine. En montagne aussi, les choix à faire sont délicats, comme ici à Provence, dans le canton de Vaud. Là, tu as 3,05. L'idéal, ce serait de regarder si on peut glisser les logettes là entre, quitte à perdre une certaine grandeur ici, tu vois. Ouais, on va vraiment voir. Parce que les logettes, tiens voir, Aline. Si on reprend la norme, tu vois, largeur de la logette, 1 cm, après on regarde les plus que 400 kg, ce seraient des grosses, hein, là. Tu es à 1 mètre. Il faudrait 1 mètre par génisse. Peut-être même pas, tu dis. C'est triste de devoir prendre à 19 ans, 20 ans un domaine, hein, avec toutes ses responsabilités. Parce que vous vous rendez compte ce que ça représente, quoi. Un gars qui a 19 ans, 20 ans, il a envie de sortir, il a envie de ne pas avoir de soucis, hein. Il a envie de se lever le matin en se disant « Ah, super, je vais essayer de travailler, on verra bien ce qu'on me dit de faire, quoi. » Puis lui, ben non, hein, il doit tout réfléchir, tout penser, tout gérer. Il a tous les soucis. C'est pas évident, mais ben, il est courageux. Il le fait, en tout cas. On est ici à 2,20. C'est une belle personne, Adrien. C'est quelqu'un qui est très altruiste, qui est très... C'est tout intégré, Adrien. C'est quelqu'un de bien. Il est très courageux. Moi, ça m'a beaucoup touché. Parce que c'est quelqu'un qui est arrivé chez nous. Ça faisait 2 ans que son papa est décédé. Moi, j'avais une appréhension. Je me suis dit, comment ça va aller? Puis j'ai un gars qui est arrivé, plein de courage, plein d'envie. C'était génial, quoi. C'était vraiment bien. Allez, on y va, on y va, on y va. Hop, 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 hop. C'est le métier à mon grand-père, c'est le métier à mon père. Bon voilà, moi c'est naturel, ça a toujours été comme ça. Enfin, je me vois pas faire autre chose en fait. J'ai plus mon père pour faire la transition, mais je dois le faire quand même. Et vraiment, je me réjouis. Maintenant, je suis ici. Ça commence à bien tourner. Bien sûr, faut que je prenne mes marques. Mais vraiment, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Et j'ai envie. Vraiment, j'ai envie, quoi. Gilles, le père d'Adrien, avait repris le domaine de son propre père. Ici, on fait du lait pour la fabrication du gruyère. Comme de nombreux paysans, sa ferme n'était plus aux normes. Il fallait donc rénover ou construire à neuf. En 2012, Gilles s'est lancé dans la construction d'une nouvelle étable à côté de l'ancienne. C'est vrai qu'on travaille tous les jours dedans. On est ici toute l'année avec les vaches. Si on aurait dû continuer dans l'ancienne écurie, c'était pas possible. Alors voilà, c'est mon père qui avait fait cette démarche. Moi, je le salue pour ça et il a vraiment fait quelque chose de beau. C'est juste dommage qu'il n'ait pas pu travailler plus dedans, quoi. Il a fait tout ce qu'il a pu avec les armes qu'il avait, mais il y a un moment donné où il s'est laissé rattraper, déborder. Et puis sa sensibilité y est pour beaucoup. Je pense que... Oui, je comprends qu'à un moment donné, ça y a fait peur aussi, la technologie, la nouvelle technologie de la ferme, c'était pas évident, c'était pas fini, il y avait plein de choses à mettre en place, plein de choses à assimiler, on avait fait des papiers un peu partout, pas se tromper. C'est pas évident, ça se passe pas très bien quand on commence, parce que les vaches, elles ont pas l'habitude, elles donnent pas leur lait, il faut avoir de la patience. Et puis après, au bout d'un mois, ben, c'était bon, elles donnaient leur lait et tout, mais lui, il n'a pas donné le tour. Voilà.
Mais le dimanche soir, avant, il a fait une chose qu'il ne faisait jamais, c'est qu'il est venu s'asseoir sur le canapé avec nous et jamais il venait s'asseoir sur le canapé. Il était toujours sur son fauteuil et puis il jouait aux cartes à l'ordinateur. Et ce dimanche-là, il est venu s'asseoir vers moi. Puis ça, j'ai dit, c'est pas normal. J'ai dit, tu vas bien? Il me dit non. Mais j'ai pas creusé parce que, voilà, parce que je savais que je l'aurais embêté si je l'avais ou gêné ou je sais même pas s'il m'aurait répondu. Donc voilà. Là aussi, je regrette. Je me dis, ah, mais pourquoi tu l'as pas cuisiné un peu? Mais bon, qui c'est qu'aurait imaginé? Je veux dire, moi j'ai toujours eu confiance en lui, toujours. Donc voilà, on l'a pas regardé sous le bon angle parce qu'on ne pensait pas du tout à ce geste. Après le suicide de son mari, Aline reprend la ferme avec ses beaux-parents jusqu'au retour d'apprentissage d'Adrien. Aujourd'hui, ils travaillent côte à côte sur l'exploitation. Le domaine tourne, mais le travail de deuil a été long et douloureux. Adrien avait même fait un travail de mémoire sur le suicide paysan quand il était encore en apprentissage. Ça m'a surtout permis de faire faire du chemin intérieurement sur moi, de comprendre pourquoi il y a des gens qui en arrivent à faire un geste pareil. Quel chemin, pourquoi... c'est difficile à expliquer. Il y a aussi la partie que j'ai écrite sur le deuil, la différence des deuils d'un suicide ou d'un mort par accident ou maladie est pour moi totalement différent. Et ça, avant, je l'avais pas vraiment remarqué, mais c'est vrai que on peut pas, c'est pas du tout le même deuil. On n'a pas du tout, c'est pas la même douleur, si j'ai envie de dire. C'est de la douleur, mais c'est pas de la douleur parce que quand c'est un suicide, il y a de la douleur et de la colère, parce qu'on est en colère quand la personne qui a fait ça. Et cette colère, il y a bien des gens qui l'extériorisent différemment. Moi, j'ai de la peine à l'extérioriser. On sent qu'il y a un profond malaise dans tout, et puis le gros problème, c'est qu'on a de la peine à parler. Il n'y a pas tout le monde qui va dire ah dis donc, j'ai un problème, est-ce que tu pourrais pas m'aider, parce que le paysan est trop fier pour aller dire ça, pour montrer sa faiblesse, parce que tout le monde a une faiblesse. Moi aussi, mon papa il en avait aussi, ma maman elle en a aussi, tout le monde en a une, mais c'est difficile à l'exprimer. Et des fois, c'est vrai qu'il faut pouvoir se faire aider. Alors maintenant, il faudrait trouver une solution pour défaire ces tabous. Je sais pas s'il y a une solution miracle, moi je l'ai pas, mais j'aimerais bien essayer de travailler là-dessus, rendre attentifs les gens, que c'est pas toujours la belle vie, de loin pas. On est pressé d'un côté par les prix qui dégringolent sur certains produits, et c'est très difficile financièrement, c'est difficile moralement parce qu'on nous tient aussi avec les paiements directs, les contrôles et tout ça, ça fait peur à beaucoup de monde. Et puis il y en a ils s'empêchent de vivre, ils se sentent serrés. Des fois j'ai l'impression qu'on a un petit peu des pantins, parce qu'ils nous enlèvent un petit peu des paiements directs là, ils nous obligent à aller dans des réseaux écologiques parce qu'autrement on va pas tourner, il faut un petit peu ce qu'ils veulent de nous. C'est un petit peu mon sentiment, mais bon, on est obligé de suivre un petit peu leurs directives, autrement on meurt. Laura, hop, voilà, viens. Malgré ces contraintes, Aline et Adrien ont une situation financière saine, car leur lait est destiné à la fabrication de gruyère, mieux payé que le lait d'industrie. Mais l'avenir demeure incertain. Exemple, les ventes de gruyère ont baissé à l'étranger, la faute au franc fort. Effet immédiat, la filière du gruyère a réduit de 10% ses commandes de lait aux producteurs comme Aline et Adrien. On a un prix avec lequel on arrive à tourner.
avec les exigences du cahier des charges du gruyère. On est obligé, hein. On est obligé d'avoir ça. Ma foi, voilà, il y a toujours une question sur l'orientation de la production. Si on doit, pour l'instant, moi, je veux traire, alors je vais continuer de traire. Mais si vraiment dans un moment, et c'est ce que beaucoup de paysans font, c'est que surtout ceux qui sont dans l'industrie, ils vendent leurs vaches et puis ils achètent des vaches allaitantes, quoi, parce que c'est juste plus vivable avec le lait, quoi. Et ceux qui veulent rester dans l'agriculture, eh ben c'est un des échappatoires, quoi. Moi, je veux continuer de traire, donc je vais pas. Pour l'instant, je me pose encore pas la question, réellement. On a un bâtiment qui est neuf, fait pour des vaches laitières. On va continuer tant que ça tourne, on avance. Bonne journée. Vevey, 5 h du matin. Comme tous les mardis et samedis, Laetitia et sa mère viennent y vendre leur production. On va les mettre à côté des tomates pour le moment. Je préfère quand même largement la vente directe parce qu'on est face aux clients. C'est un plaisir que de descendre en ville. Il y a des relations qui se font, c'est vraiment génial. En tout cas, t'as un joli sac. Je me vois pas produire 2 hectares de salade pour les vendre en gros et puis pas savoir où elles finissent. Donc financièrement, ça fait aussi plus de sens, cette vente directe. Ah, pour moi, oui aussi. C'est sûr qu'on ne vend pas au même prix à un grossiste ou directement au marché. La personne qui veut gagner de l'argent, il ne faut pas faire ce métier. Moi, je me plains pas, j'arrive à vivre, je tourne. Par contre, c'est vrai que par rapport au nombre d'heures, voilà, il ne faut pas compter ses heures. Il ne faut pas se dire je vais gagner 25 francs de l'heure et puis je fais tant d'heures par jour. Donc, c'est pas comme ça qu'on va y arriver, quoi. Ça veut dire quoi, que vous ne gagnez pas 25 francs de l'heure? Personnellement, j'ai jamais fait le calcul, mais je pense pas. Si je compte le nombre d'heures par semaine ou par mois, non. Non, je pense pas. Mais vous êtes confiante pour l'avenir, ici? Oui et non. Oui, parce que je sais que mon entreprise tourne, je sais que alors constamment, il faut trouver des nouvelles idées, justement, par exemple, que ce soit au niveau des légumes ou au niveau vente, essayer de trouver d'autres solutions, d'autres manières. Donc, il faut tout le temps s'adapter, Alors oui, j'ai confiance, mais dans un sens, on a toujours une réserve. On ne sait pas ce qui nous attend dans 10 ans ou dans 15 ans, on ne sait pas. Sébastien, tu as trouvé des cailloux? Ouais, il y en a 2, 3, mais t'as vu de la benne là? Puis j'en ai chopé un en haut, mais il est tout en bas, il a juste frotté dessus. Donc on va le laisser pour une prochaine fois. Bah, ça marche, on continue comme ça alors. Ouais, nickel. d'accord, vas-y. Depuis la mort de son fils, Jean-François a fait appel à ce qu'on appelle dans le jargon un dépanneur. Un paysan qualifié qui vient en appui en cas de besoin. Car à 67 ans, se remettre seul aux travaux de la ferme aurait été une trop lourde tâche pour lui. On a la triple peine. La peine d'avoir perdu notre fils, la peine des travaux quotidiens, quoi, parce qu'il faut se lever de bonne heure le matin, puis on finit, pendant l'été on finissait tard, maintenant ça va un petit peu mieux l'automne. Mais surtout la peine de savoir qu'est-ce que ça va devenir, qu'est-ce qu'on va devenir, est-ce qu'on pourra rester chez nous?
Avec Claudine, ça se passe bien, vous vous soutenez On a des hauts et des bas, quoi. Des jours de pleurs, des jours où on ne sait pas exactement où on va, des jours où plus on a de travail, mieux c'est. Ouais. Plus on oublie, plus on est dans le rythme. Mais maintenant, le fait d'être complètement arrêté à cause de mon épaule, ça va pas bien. Ouais, plus de temps pour méditer. Ouais. T'es en colère contre Dieu? Non, je suis pas en colère, j'ose pas. T'oses pas? Mais t'as le droit. Mais souvent, je prie pour dire, redonne-nous notre Daniel. Ouais. Ça, c'est pas possible, hein. On sait jamais, il faut avoir la foi. Ouais. L'espoir, c'est de pouvoir prendre ma retraite quand même une fois. J'ai 67 ans, je travaille comme à 20 ans. Puis j'espère qu'un jour je pourrai prendre ma retraite, m'occuper gentiment de la vigne, de mes abeilles. C'est ce que j'avais programmé pour ma retraite. Pourra-t-on enrayer cette vague de suicides qui meurtrit la paysannerie suisse? Difficile à dire, d'autant que le phénomène est mondial et seul un sursaut politique généralisé pourrait le permettre. Mais la tendance actuelle vers toujours plus de libéralisation des échanges commerciaux n'est pas pour rassurer les paysans. Moi, je crois qu'on est dans une civilisation qui est en phase de décadence. Et si on analyse un peu, tous les gens, parce qu'il n'y a pas que les paysans, hein, tous les gens qui sont en contact avec la matière première, les secteurs primaires, dans toutes les civilisations en décadence, ils ont été écrasés en premier. Et là, on voit les maraîchers, on voit les vignerons, mais on voit aussi les petits commerçants qui sont de plus en plus écrasés. Et si on pouvait redonner une dignité pour que ces gens puissent marcher debout, en marche, c'est la définition du bonheur chez les Juifs, hein, debout et en marche, mais la tête haute en disant je sers à quelque chose, je ne suis pas quelqu'un qu'il faut éliminer parce que je coûte trop cher. Moi je crois qu'il faut rendre la dignité à nos paysans. Nous, on a le feu encore, on aimerait bien continuer. Après ça, j'espère qu'on peut continuer jusqu'à ce que la politique agricole peut-être nous étouffe, quoi, nous dit stop, fini. Mais est-ce que c'est bien avoir un pays sans agriculture? Quand on ne pourra plus? Ou bien qu'il y aura juste 2 ou 3? Je sais pas. Précisons encore que le phénomène ne touche bien sûr pas que le canton de Vaud. Markus Ritter, directeur de l'Union suisse des paysans, confirme que tous les paysans suisses sont touchés et que le taux de suicide, même si les chiffres précis n'existent pas, est en nette hausse. En 2015, la hotline mise en place par l'organisation a enregistré plus de 150 appels et l'organisation des femmes paysannes a dû former cette année des spécialistes. Le canton des Grisons vient de mettre en place sa propre hotline. Excellente soirée à vous tous, très belle semaine et à bientôt. Ils sont pères et ils élèvent seuls leurs enfants. En Suisse, ils ne sont que 8%. D'habitude, ce sont plutôt les mères qui obtiennent la garde. 3 pères et leurs enfants se livrent sur les joies, les doutes et les difficultés de ce modèle familial en solo. Ils font peur, ces ultra-orthodoxes juifs qui clament ouvertement la suprématie de la religion sur la démocratie. Ils ont une influence croissante sur l'État d'Israël et leur population explose.